Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo concernant des analyses de signaux périodiques et on va s'intéresser en fait à quelque chose d'assez intéressant que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire souvent puisqu'en fait ce sont souvent les dernières questions d'un exercice de mécanique qui sont en fait représentées l'évolution temporelle, l'évolution en abscisse, peu importe, de la vitesse, de la position, etc. Donc des représentations graphiques à partir du moment où vous avez en fait une fonction que vous avez trouvée grâce à la résolution d'une équation différentielle du second degré par exemple. Donc là on va s'intéresser à des fonctions oscillantes, donc des fonctions cosinus et sinus, ce qui veut dire qu'on s'intéresse en fait à des solutions d'une équation d'un oscillateur harmonique, donc des équations différentielles du second degré. Je vais vous expliquer ça, je vais essayer d'être le plus clair possible, je vais vous expliquer la méthode et puis vous verrez que normalement c'est pas très compliqué finalement. C'est parti, donc du coup imaginez, je sais pas, une vitesse par exemple par rapport au temps qui soit une vitesse oscillante avec quelque chose comme ça, 2 cos dt par exemple. Voilà. On regarde ça, donc la question c'est bien sûr déterminer la représentation graphique de cette fonction. Bon, déjà regardons une première chose, on s'aperçoit qu'elle est composée de 3 éléments. Le premier élément, c'est le fait qu'on ait une fonction cosinus qui va être très importante et bien sûr c'est le truc sur lequel on va s'arrêter le plus longtemps. Le 2 qui est ici en fait pour préciser qu'on a une amplitude, on en parle après, et le 10 qui est ici qui va nous donner en fait accès à la période. Voilà. Ces 3 choses nous permettent de déterminer la représentation graphique de la fonction. Et donc inversement, si je vous donne ces 3 choses-là, sur une représentation graphique, si vous êtes capable de retrouver ces 3 éléments-là, eh bien vous avez accès bien sûr à la forme algébrique, donc en fait on est assez facilement capable de faire le chemin inverse. Alors, première chose, la fonction cosinus. Ça pourrait être un sinus, hein, ça pose aucun problème bien sûr. Oups, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ici cosinus, j'ai dit, et là du coup t. La fonction cosinus, elle est assez particulière, tout comme la fonction sinus, en fait, elle varie entre -1 et 1. Donc là, ici, son maximum, bon c'est mal fait, mais c'est 1 ici, et son minimum, c'est -1, et elle aussi, évidemment, passant par 0. On s'aperçoit que la fonction cosinus, tout comme la fonction sinus, a une moyenne nulle. Pourquoi? Parce qu'elle passe autant de temps au-dessus de 0 qu'en dessous de 0, et de la même façon, avec la même forme géométrique. Donc si vous voulez à un moment donné avoir un signal qui ait une valeur moyenne qui ne soit pas nulle, dans ce cas-là, il faudra la rajouter ici, par exemple. Voilà. Donc, s'il n'y a rien, si vous n'avez pas 2 cos dt plus quelque chose, alors il n'y a pas de valeur moyenne, vous savez que vous êtes centré sur 0. Et si vous voulez qu'il y ait une vitesse moyenne, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir qu'elle soit ici mise à l'écart du cosinus. Alors comme vous le voyez, c'est une fonction qui varie entre -1 et 1, ok? Ce qui veut dire que ma vitesse ne peut être égale que à 1 mètre par seconde ou à -1 mètre par seconde. Ok, super, mais dans ce cas-là, je ne peux pas décrire toutes les vitesses que je connais, par exemple une voiture qui va à 110 km/h. Alors bon, ce serait bizarre à imaginer, mais il faudrait imaginer une voiture au bout d'un ressort et qui fait ça, quoi, hein, tac, 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 comme ça. Donc ça ferait plus 110, moins 110, plus 110, moins 110, etc. Donc quelque chose d'oscillant. De base, la fonction va du plus vers le moins, donc d'où cette oscillation dont je vous ai parlé. Si vous voulez une voiture qui aille à 110 km/h, il faut du coup que je puisse monter jusqu'à, ici, là, ça ne sera pas à l'échelle, mais 110 du coup. Donc il faut que ma fonction, elle parte d'ici plutôt. Comment je fais? Eh bien, c'est tout simple, c'est le terme qui est ici. Ça, c'est le terme d'amplitude. Parce que si je multiplie par 2 le cosinus, ça veut dire que le maximum, il sera où? Eh bien, il sera à 2. Si je l'avais multiplié par 3, le maximum aurait été à 3. C'est ce qu'on appelle l'amplitude de la fonction. Donc tous les chiffres qui seront à chaque fois en multiplication du cosinus ou du sinus qui est ici, c'est le terme d'amplitude à chaque fois. Donc vous savez que au maximum je serai égal à 2 et au minimum je serai égal à -2. Voilà, première information qui est importante et qu'on notera du coup à la fin quand on déterminera la forme géométrique de tout ça. Ok, enfin la représentation graphique de tout ça. Ok pour cette première chose. Deuxième chose maintenant, on sait que la fonction cosinus est une fonction qui est périodique, encore faut-il être capable de déterminer la période. Bon, quand vous lisez quelque chose comme ça, le 10t, ça doit vous faire penser à quelque chose. Ça en fait, c'est la vitesse angulaire, d'accord? C'est le fameux, si vous vous rappelez de la, moi je mets V2t, mais bon peu importe, la forme générale algébrique d'une fonction oscillante, c'est A cos oméga t plus phi, plus du coup valeur moyenne, dont je vous parlais tout à l'heure, hop, comme ça. Le phi, je vous en parle après. Donc ça, c'est le oméga qu'on appelle aussi la vitesse de rotation, la vitesse angulaire, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose en radians par seconde.
Ok, bon ça me fait une belle jambe tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, ce que j'en fais, c'est que je vois que plus oméga est important, plus la vitesse, donc plus le 10 ici, ce sera remplacé par un 20, puis un 30, etc., plus ce sera grand, plus ça veut dire que je tourne vite. Et si je tourne vite, ça veut donc dire que ma fonction elle va de plus en plus ressembler à quelque chose comme ça. Parce que si je tourne vite, ça veut dire que je reviens très vite sur mes pas. Et si je reviens très vite sur mes pas, ça veut dire que ma période est d'autant plus petite. Donc une grande vitesse de rotation va impliquer une petite période et une petite vitesse de rotation va impliquer une plus grande période parce que je vais moins vite faire le tour tout simplement. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en fait la relation entre oméga et t elle est finalement inverse, c'est-à-dire que quand t augmente, oméga diminue, quand oméga augmente, t va diminuer. Eh bien ça veut donc dire qu'en fait on a une relation entre les deux qui est quelque chose dans ce genre. Du type oméga égale quelque chose sur l'inverse de t. Et en fait, ce quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas. En fait, c'est 2pi. Rappelez-vous, c'est en radians par seconde. En fait, finalement, ça, c'est exactement une formule de vitesse. Hein. C'est une distance sur un temps, sauf que la distance, cette fois-ci, c'est une distance angulaire. Donc, la relation entre oméga et t, c'est oméga égale 2pi sur t. Ce qui veut dire que là, quand je vois 10, attention, ça c'est la vitesse angulaire. Pourquoi c'est obligatoirement ça? Parce que regardez, ici j'ai le temps. J'ai des secondes justement ici. Et rappelez-vous d'une chose, dans une fonction cosinus, dans une fonction exponentielle, dans une fonction logarithme, on ne veut surtout pas que le chiffre qui est ici soit dimensionné. On ne veut pas que ce soit des mètres, on ne veut pas que ce soit pas des distances, pas des temps, etc. Il faut que ce soit rien. C'est super important ça. Et donc du coup, si ici j'avais un résultat en secondes, j'aurais des secondes carrées dans mon cosinus, ça c'est pas possible. Donc pour éviter que ce soit dimensionné, il faut que ce soit des secondes moins 1. Ça tombe bien, oméga étant seconde moins 1 puisque c'est l'inverse d'un temps. Bonne nouvelle du coup, ça marche bien. Donc oméga égale 10. Donc t égale quoi? C'est tout facile, hein. Donc t égale, je l'inverse là, donc t égale 2pi sur 10. Voilà. Bon, on simplifie ça bien sûr, hein, ça fait donc pi sur 5. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que t va être égal à pi sur 5 secondes, eh bien, je vais repartir sur un nouveau motif. Et encore, et encore, et encore. Donc, souvent, ça vous fait peur parce que vous voyez un temps qui est exprimé en multiple de pi. Aucun problème. Hein. Faut vraiment pas que ça vous fasse peur, ça. C'est pi sur 5 secondes et puis basta. Ne vous amusez pas à dire oui, pi ça fait 3,14, donc je vais calculer 3,14 sur 5 et je vais mettre ça sur mon graphique. Non. Votre graphique que vous allez prendre après, là, votre axe, vous le décomposez en multiples de pi. Aucun problème pour ça. Si vous décidez que ici c'est pi, dans ce cas-là, ici ce sera pi. Ça fait pas forcément 3,14 cm, mais on s'en fiche. Hein. C'est l'échelle que vous choisissez, ça n'a aucune importance. Donc justement, c'est plutôt des bonnes nouvelles quand c'est des multiples de pi. Parce que quand c'est des multiples de pi, ça veut dire qu'on peut aussi considérer que le temps est un angle, et ça on sait très bien faire parce que cosinus de pi sur 3 vous connaissez, cosinus de pi sur 6 vous connaissez, etc. etc. Voilà. Donc c'est parti, je sais que maintenant la période ce sera pi sur 5. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre comme information? J'avais dit que la valeur moyenne elle était nulle. J'ai l'autre information qui est extrêmement importante qui est le cosinus. Il faut savoir aussi comment part ma fonction maintenant. Alors là c'est tout facile, hein. Pareil, regardez. Vous avez donc votre meilleur ami qui est le cercle trigo. Vous savez que sur l'axe des abscisses, j'ai le cosinus. Sur l'axe des ordonnées, j'ai le sinus. Et vous regardez, qu'est-ce qui se passe quand t vaut 0? Et quand t vaut 0, je suis ici. Et donc, je suis à la valeur maximale. Là, le cosinus, vous voyez, il est maximal. Donc, ça veut dire qu'à t égale 0, je dois avoir une valeur max. Et c'est parti. Représentation graphique de cette fonction. Alors, n'oubliez pas, alors ici, on essaie de garder le sens physique. Comme c'est un temps qui va m'intéresser, l'oscillation, en fait, finalement, elle ne pourra pas se faire avec des temps négatifs. Hein. C'est-à-dire que quand je vais représenter ma fonction, je vais la représenter que comme ça. Je ne vais pas m'amuser à la faire aussi de l'autre côté, hein, d'accord? Mathématiquement, c'est correct. Physiquement parlant, c'est une aberration de considérer des temps qui seraient négatifs. Donc là, j'ai la vitesse par rapport au temps. Ok, super. Et donc, c'est parti. Je sais que mon amplitude est de 2. Donc, hop, je mets mes bornes, 2 et ici, c'est symétrique, hein, n'oublions pas. Ici, moins 2, voilà. Je sais que je pars initialement à la valeur maximale, hein, on l'a vu juste avant. Je sais que maintenant, tous les pi sur 5, je décide que pi sur 5, c'est là. Aucun problème. Hein.
Vous faites ce que vous voulez. Soyez logique par contre, hein. Si à un moment donné vous voulez la demi-période, il faut dans ce cas-là que ce soit la moitié de cette distance-là. Donc je sais qu'à pi sur 5, je dois revenir ici. Hein, mon motif est périodique d'une période pi sur 5. Et bon, ça c'est une bonne nouvelle, mais j'aimerais bien quand même un autre point, hein, parce que là c'est pas si évident que ça à mettre. Eh bien, je sais qu'à la demi-période, hein, une fois que j'aurai fait la moitié d'une période, je serai où? Je serai sur un minimum. Donc ici, là, je suis à pi sur 10, la moitié de pi sur 5, et là je suis sur un minimum. Puis après, ici, à 2 pi sur 10, je suis ici. À 3 pi sur 10, je suis de nouveau sur un minimum. Et donc, on doit avoir quelque chose comme ça. Et donc, entre les deux, hein, ici, pi sur 20, maintenant, la moitié de la période, ça commence à devenir un peu compliqué, mais bref, eh bien là, j'ai quelque chose qui doit être nul. Donc, ça fait ça. Hop. Et voilà. Hop, et ça remonte comme ça. Voilà, vous avez votre allure de fonction qu'on vous demande à la fin d'un exercice. Et ça, évidemment, vous avez tous les points en faisant ça. Je vais m'intéresser sur un petit truc qu'on ne fait pas souvent, et une fois que vous le saurez, voilà, terminé, on n'en parle plus, c'est la pente à l'origine. Parce que ma fonction cosinus, est-ce qu'elle part comme ça? Est-ce qu'elle part comme ça? Ou est-ce qu'elle part comme ça? J'aimerais bien le savoir. Et bien pour ça, c'est très facile. La pente à l'origine, c'est justement la dérivée qui va m'intéresser. Hein. Vous savez que c'est grâce à la dérivée sur vos tableaux de variation que vous avez du coup derrière la variation de votre fonction. Donc si je calcule la dérivée de cette fonction-là, je vais pouvoir avoir accès en zéro à la pente à l'origine et savoir comment doit partir. Ça me donnera la tangente, hein, la pente de la tangente. Et je sais que du coup une tangente, comme son nom l'indique, la trajectoire doit être tangente à cette tangente, bien sûr. Donc du coup, eh bien j'ai donc V de t, je dérive. V' de t, n'oubliez pas qu'on commence par dériver avant de passer en 0, hein, bien sûr, sinon ça ferait 0. J'ai moins 2, alors moins 2 fois 10, donc ça fait moins 20 sinus de 10t. Hein, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Le 10 sort, donc ça fait moins 20 sinus t, sinus 10t, pardon. En 0, V' de 0 est donc égal à 0 parce que sinus de 0, ça fait 0. Ce qui veut dire que du coup, la pente à l'origine d'un cosinus est une pente nulle. Donc j'ai une tangente horizontale. Et bien donc du coup, ma courbe, elle doit être selon cette tangente au début, donc comme ça. Voilà, je sais que ça ne part pas comme ça. Ça me permet de trouver ça. Voilà, donc bon, on le savait, mais si vous ne le saviez pas, au moins comme ça, vous êtes capable de le retrouver. Voilà pour ça. Maintenant, je vais parler de 2-3 autres cas, notamment quand on commence à avoir des signes moins. Et puis pour le fameux phi, je peux peut-être en parler juste après. Il faudra que je fasse peut-être une autre vidéo quand même finalement pour vous faire le cas inverse. Cette fois-ci, je vous donne ça. Et il faut me retrouver les fonctions mathématiques. Ce sera peut-être plus facile pour vous pour comprendre comment on fait pour se débarrasser de l'éventuel phi. Bon, ok, voilà pour ça. Tac, on passe là-dessus. Imaginez maintenant que vous ayez moins 2 cos 10t. Comment je représente ça? C'est tout facile, regardez. Je reprends mon cercle trigo. Je sais que la fonction cosinus... je laisse cos comme ça et là je mets sin. Je sais que la fonction cosinus, normalement, donc en 0, elle part ici. Et puis quand je suis dans le sens habituel, qui est le sens direct trigonométrique, je fais ça petit à petit. Voilà. Et le cosinus, à chaque fois, il est là. Hein. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe petit à petit? J'ai le cosinus qui diminue pour atteindre au bout d'un moment 0. Ok, bon, c'est exactement ce qu'on a vu là, regardez. Au début, je suis au maximum et petit à petit, je vais atteindre 0. Ok, super. Et puis après, une fois que j'ai passé ce 0, je passe en valeur négative, hein, négatif, 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 jusqu'à atteindre la valeur minimale, donc la valeur maximale mais négative si vous voulez, ici. Et puis hop, c'est reparti. Donc là, je repasse par les négatifs et puis ainsi de suite. Bon, ok. Si maintenant je traite moins cosinus, moins cosinus fait tout l'opposé de ça. Donc au lieu de tourner dans ce sens-là, il va tourner plutôt dans ce sens-là, dans le sens négatif. Cette fois-ci, comme je suis en moins cosinus, en 0, je vaux moins 2. Donc je suis ici, je serais parti normalement, je vais mettre en noir, je serais parti d'ici. Puis au fur et à mesure, comme je pars d'ici, je vois que je suis négatif, 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 mais je me rapproche de 0. Une fois que je me suis rapproché complètement de 0, je deviens positif.
j'augmente, ok, c'est terminé. Et ensuite, c'est reparti, je suis de nouveau positif, donc ça fait ça. Je suis, donc au début, on a dit négatif jusqu'à atteindre 0, ok, négatif jusqu'à atteindre 0. Une fois que j'ai atteint mon 0, je deviens positif, ok, c'est effectivement ce que je vois. Une fois que j'ai atteint mon 0 ici, je vais devenir positif jusqu'à atteindre le maximum. Hop, me voilà au maximum. Et puis je suis de nouveau positif, mais on voit que je diminue petit à petit. Hein. Regardez ici, tac, 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 comme ça. Donc là, je rediminue jusqu'à atteindre de nouveau 0 ici. Hop. Et enfin, je rediminue cette fois-ci, et je réaugmente, autant pour moi. Là ici, hein, j'augmente mon cosinus, mais vers les négatifs. Donc j'atteins ceci, donc de nouveau en pi sur 5, je reprends une période. Donc en fait, c'est exactement la même chose, mais symétrique hein, par rapport à l'axe des abscisses. Voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué à comprendre ça. Donc maintenant, si on avait un sinus, hein, je vais reprendre évidemment la même chose. Moins sinus parce que ça ne change rien hein, sur le principe. Ce qui change juste, c'est le fait que la fonction c'est sinus. Je prends donc, hop, pareil, mon graphique comme ça, j'ai bien sûr toujours pi sur 5, j'ai toujours mon pi sur 10 de tout à l'heure, et puis j'ai éventuellement mon pi sur 20. Voilà, ça ne change rien du tout là-dessus, hein, bien sûr. Le pi sur 20, je ne serai pas égal à 0 cette fois-ci, on va s'intéresser à ça, grâce au cercle trigonométrique comme d'habitude. Donc ici cosinus, ici sinus, on se rappelle que quand j'étais égal à 0 en angle, mon cosinus valait 1, valait le maximum. Maintenant mon sinus, lui, il est là, hein. Donc il vaut 0. Donc je pars d'où? Je pars d'ici. Ok, soit. Maintenant, normalement, encore une fois, le sens trigo veut que je compte positif quand je pars dans ce sens-là, petit à petit. D'accord? Donc normalement, je devrais être comme ça, puis monter comme ça, petit à petit, les échelons, hein, comme ici. Sauf que je suis à moins 2 sinus, donc je pars dans le sens contraire. Et donc en fait, cette fois-ci, au lieu d'aller vers les plus, je vais, bien sûr, vers les moins, hein, de plus en plus négatifs, jusqu'à atteindre ici mon minimum, qui va être donc négatif. Et donc, ce minimum va être atteint en quoi? Ben, je sais que quand je vais faire un tour complet, là, donc je suis là. Quand je referai un tour complet, je dois revenir ici. Quand je vais faire un demi-tour, c'est-à-dire un demi-tour en une demi-période, je vais donc du coup arriver sur de nouveau un 0. Et donc quand je fais un quart de période, hein, donc ce que j'ai là, c'est-à-dire quand j'arrive à pi sur 20, je dois être donc minimal. Donc ça fait ça. Hop. Puis on a dit à pi sur 10, je dois être nul. Voilà. Ici, il faudrait mettre encore ce que j'avais pas mis ici, la pi sur 20. Ici, je suis à 3 pi sur 20, donc hop, c'est parti, ça remonte comme ça. Et puis hop, il faut qu'en pi sur 5, je revienne à 0. Et voilà, j'ai mon motif élémentaire. Et il n'y a plus qu'à répéter ça jusqu'à la fin de ma vie, puis c'est terminé. Voilà pour ça. Pareil, je vais m'intéresser à la pente à l'origine pour savoir comment part le sinus. Donc, je sais que j'ai moins 2 sinus 10t. Je dérive ça, donc ça va faire 2, 10, 20, moins 20, hop, moins 20 cosinus 10t, puisque vous savez que la dérivée du sinus, c'est plus cosinus. Donc, comme j'avais un moins ici, le moins reste, bien sûr. En 0, j'ai donc v' de t qui va... v' de 0 qui va être égal, on sait que le cosinus en 0, il vaut le maximum, c'est-à-dire ici, par exemple, moins 20. Et bien, j'ai donc une pente de moins 20 à l'origine. Alors, c'est un petit peu embêtant, mais moins 20, c'est quelque chose qui va être comme ceci, hein, qui va être quasiment vertical dans l'histoire. Et donc, il faut que je sois tangent à ça, donc il faut que je sois comme ça, quoi, en gros. Voilà. Pente de moins 20, c'est quand même assez costaud, puisque n'oublions pas que là, ici, j'ai normalement moins 2. Donc je trouve une pente ici de moins 20, contrairement à tout à l'heure où la pente était nulle. Cette fois-ci, la pente elle va être un peu plus oblique cette fois-ci, et puis vers le bas. Mais ça ne change pas grand-chose que ce soit vers le bas ou vers le haut. On se doutait bien que c'était vers le bas, puisque avec ce qu'on avait trouvé. Et donc il faut faire quelque chose de tangent à cette pente de moins 20. Une pente de moins 20, bah, du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que, n'oublions pas, à chaque fois que je prends une unité vers l'abscisse, il faut que je descende de 20 unités vers le bas. Et donc dans ce cas-là, vous voyez, ça vous donne votre pente comme ceci. Bon, alors là, c'est vrai que comme finalement je ne suis pas du tout à l'échelle, ni rien du tout, ce sera moins évident, mais
Une unité, c'est quasiment 3π/10. 3π, c'est 3 fois, enfin, c'est 3,14. Donc 3 fois 3,14, ça fait 9 quelque chose, en gros, enfin 9,30. Peut-être que le 1, il est pas loin d'ici. Et donc, il faut que quand je sois en 1, je descende jusqu'à -20. Alors, c'est pas évident à faire parce que là, vous voyez, je suis en -2. Donc, -20 par rapport à -2, c'est quand même 10 fois plus loin. Donc, c'est censé être quelque chose, quand même, mine de rien, qui va descendre très très bas comme ça. Et donc, je vais avoir une pente globalement qui est vachement pentue, hein, quelque chose un peu comme ça. Et donc, ma courbe, elle doit partir comme ceci, quoi. Voilà, tout simplement. Bon. Et donc, on voit qu'en fait, finalement, la pente à l'origine sera d'autant plus importante que j'aurai une amplitude grande et bien sûr, une vitesse de rotation importante. Ce qui paraît logique, hein. Plus j'ai une vitesse de rotation importante, plus les variations sont abruptes. Alors que quand j'ai quelque chose de lent, j'ai tout le temps de faire ma variation et du coup d'arriver jusqu'à mon maximum par exemple. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Je pense ne rien avoir oublié. Donc ça, c'est le cas. Hein, on vous donne la fonction et il faut déterminer sa représentation graphique. C'est quelque chose qu'on vous demande très souvent en fin d'exercice. Ne pas négliger ces points parce que vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. S'il y avait un décalage, s'il y avait une valeur moyenne, n'oubliez pas, vous prenez la valeur moyenne comme ça, tac, et tous mes dessins, je les fais par rapport à cette valeur moyenne. Hein, j'aurais fait ça. Voilà, tout simplement. Ça fait un offset, un petit décalage, c'est tout. Voilà, je n'ai rien oublié, je crois. Et donc oui, s'il y avait un déphasage, le fameux déphasage phi ici, justement, ça serait intéressant de faire ça.